Conseil municipal du 12 mai 2016. Bonsoir. Alors, avant de procéder à l'appel, juste une information. J'ai reçu en date du 3 mai la démission de Madame Élise Ardor. En l'occurrence, ses études se prolongent sur Lyon, et c'est tant mieux pour elle, parce que c'est signe de sa réussite dans sa démarche de formation en alternance. Elle nous a donc fait savoir qu'elle aurait des difficultés à être présente encore dans les mois et les 2 années à venir, vu la longueur de ses études. Donc, très naturellement, dans la date de sa réception, j'ai sollicité le suivant sur la liste, en l'occurrence Michel Béal. Donc, je souhaite bien sûr tout vœu de bonheur et de chance à Élise, qui est en train de trouver sa place sur l'agglomération lyonnaise et qui, du coup, malheureusement, nous quitte, mais qui reste très attaché au REC. Et je souhaite la bienvenue à Michel Béal. On est content de vous retrouver autour de cette table. Si vous voulez procéder à l'appel. Claude Vial. Présent. Pascal Horry. Présent. Marie Sparra. Présent. Bernard Bourgi. Présent. Florence Tessier. Présente. Frédéric Otska. Présent. Elisabeth Moulin-Vaillon. Louis Gaucher. Présent. Joël Gomez. Présent. Marcel Paulet. Présent. Nico Canson. Présent. Alain Bonnefoy. Présent. Jean-Pierre Jorel. Présent. Jusqu'à 8h, je vous donne procuration. Et à compter de 8 h, il a donné procuration à Frédéric Cosca. Pascal Guillet-Forissier. Pascal Guillet-Forissier a donné procuration à M. Bernard Bourgi. Louisa Collange. Présente. Maria Bonavent. Présente. Géraldine Vincent. Géraldine Vincent a donné procuration à Louisa Collange. Jean-Pierre Jallin. Oui. Sébastien Arnaud. Il va arriver. Jennifer Camilade. Pareil, la pharmacie ferme à 7 h. Pauline Dialon. Alors, Pauline Dialon a donné pouvoir à Madame Barra. Elle est très occupée ces temps-ci par son mariage. Michel Béal. Oui. Pierre Chémet. Présent. André Lisbeth présent. Suzanne Tourret. Jean-Philippe Granger. Présent. Patrice Terra. Présent. Yvon Valère. Présent. Béatrice Rovet. Elle arrive. Très bien. On va circuler les démarchements. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux arrêtés que l'on vous a fait passer? Sur le compte-rendu du dernier conseil municipal, est-ce qu'il y a des remarques? Bonsoir. Donc on le considère comme approuvé. Je vous en remercie. Alors, nous allons avoir 2 délibérations concernant le même sujet, qui est l'agenda d'accessibilité programmé pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public. Donc la première délibération elle consiste à approuver la date et la répartition qui a été faite dans un agenda de ces travaux, de manière à le transmettre aux autorités, c'est-à-dire auprès de la préfecture. Alors, bien sûr, il y a une commission qui a travaillé autour de ce dossier qui a été mise en place. Ce qu'on peut rappeler sur ce dossier d'accessibilité programmée, nous sommes sûrs
10 ans, avec un volume de 230 000 euros, qui est réparti inégalement en fonction des années, parce que c'est en fonction de la typologie des travaux et des urgences. Ça représente 40 000 euros la première année, 27 700 la deuxième, 46 000 la troisième, 66 000 la période suivante et 49 600 la dernière, pour un montant de 230 000 euros. Alors je vous rappelle aussi que dans ce dossier, il n'y a pas la réhabilitation lourde de l'école publique élémentaire, qui elle toute seule n'est plus de 230 000 euros, mais est un chantier qui sera sûrement voisin des 2 millions d'euros, et donc une des grandes parts sera une part de remise aux normes. Il n'y a pas non plus tout le travail qui est démarré, qui va être fait, par exemple, sur le château, y compris pour la mise aux normes et en accessibilité. Donc il y a d'autres dossiers en dehors de ces dossiers, qui sont des dossiers d'investissement constants et qui viennent se rajouter à tout ça. Donc ça concerne quel bâtiment finalement? La maison, non, pas la maison des associations. L'ensemble des bâtiments publics n'ayant fait l'objet d'aucune rénovation depuis plus de 6 ans. Donc dans les priorités, il n'y a pas la maison des associations qui a fait l'objet d'une rénovation lourde, il n'y a pas le gymnase des Prairies, hein. Il y a le reste de l'ensemble des bâtiments de règle. Alors il n'y a pas là-dedans l'école élémentaire, je le redis, puisque elle fait l'objet d'un chantier à elle toute seule, donc il n'y a pas besoin de programmer les choses. Voilà. Alors le dossier est bien sûr à votre disposition. Par contre, vous avez donné un montant de 230. Oui. Et là, c'est marqué 230. C'est TTC. Il y a une astuce en T2, D'accord. c'est la TVA. Ok. Voilà. La nuance est mince, mais c'est celle-ci. Voilà. Mais c'est pas marqué sur le compte rendu, normalement c'est du retrait. C'est impossible, la sécurisation est possible. Je vous remercie de votre remarque, j'espère que mon directeur en tiendra compte. À chaque conseil, vous nous permettez de nous améliorer. Voilà. Bon. Donc, sur le fond de ce dossier, c'est un vaste chantier. On a mis en place la commission d'accessibilité qui travaille, elle, non seulement sur les bâtiments publics, mais aussi sur les espaces publics. Il y a eu une première réunion aussi. Il y a une deuxième réunion programmée le 22 juin, où une partie de la réunion sera consacrée à aller faire à pied un circuit d'Enrec avec des personnes en fauteuil roulant, en situation de handicap, pour à la fois comparer théorie et pratique, voir la vision du quotidien et des difficultés de chacun. On a bien évidemment associé ces personnes à la commission. Voilà. Donc en dehors de ces travaux sur les bâtiments, il y aura aussi des travaux sur la proximité des bâtiments et des espaces publics. C'est sûr que c'est un chantier entamé déjà depuis des années, puis qu'on va prolonger sur les années à venir. C'est un chantier lourd, y compris financièrement. Donc sur la transmission de ce dossier, des avis contraires, des abstentions, je vous en remercie. Alors, on se permet une deuxième délibération visant à demander un allongement possible du délai de mise en conformité à 9 ans. Là, on est sur un délai de 6 ans. Et on a la possibilité de demander une dérogation pour porter ce délai à 9 ans. Par rapport au chantier qu'on va avoir à mener dans les 2 ans, 3 ans à venir, et je redis en particulier le chantier de l'école élémentaire, mais on a pas mal d'autres chantiers où on va agir sur les espaces publics et où là aussi on va faire de la mise aux normes. Si la préfecture ou l'État acceptait de nous donner un peu de souplesse, ça serait sympathique. Surtout si, alors ça ne nous empêchera pas de faire plus vite, mais ça nous permettra éventuellement de faire plus lentement si on a un petit problème de ressources financières. Surtout si l'État continue dans sa grande sagesse
à baisser de manière importante les dotations des communes. Voilà, donc la deuxième délibération, c'est pour m'autoriser à saisir le préfet sur cette demande de dérogation pour porter cet agenda d'accessibilité sur une période de 9 ans. Des remarques par rapport à ça? Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, on a un exercice de style qu'on va peut-être faire tout de suite, c'est celui du tirage des jurés. On a 15 noms à tirer sur la liste électorale. Je vous rappelle que l'âge minimum requis, c'est 23 ans. Voilà, ce qui veut dire qu'il faut que les personnes soient nées avant 1994. Ce que je vous propose pour gagner du temps, c'est qu'on donne une boîte à chaque liste de l'opposition, 2 boîtes à la liste de la majorité, parce que sinon on fait tourner les boîtes, mais alors là c'est bon. Et que vous procédiez à l'annonce des numéros. Alors, il faut qu'on commence par les milliers, les centaines, les dizaines. Alors, qui a la boîte à coucou? Qui a la boîte des milliers? C'est vous les milliers? Donnez-la à quelqu'un. Je l'ai lu là-bas, peut-être. Non, Marcel, il m'a innocent. Je l'ai lu, ça. C'est Marcel. Donc, Marcel a la boîte des milliers. Qui a la boîte des centaines? Patrice. Qui a la boîte des unités et la boîte des dizaines ici? Donc, il faut que les milliers soient annoncés en premier. 0. Les centaines? 1300? 0. 300? 6. 360? 5. 365. Bermaz Nicolas, 1975. Rue de la Rivière. Ça roule. Tu remets le 0. On retire toujours. On a le droit de retirer systématiquement les mêmes chiffres. Annonçons les milliers. 4. 4000. 200. 1. 10. 4. 2014. 4200. 4214. C'est pas toi? À la fin. On n'a pas? On n'a pas de 4000. Si, j'ai 4156. 4156, c'est ça. Donc c'est trop. Allez, on recommence. Perdu. 1. 1000. 0. 6. 60. 1. 61. 1061. Colombey-Thierry, 10 route de Basse, 64. 4. On insiste avec le 4. Deuxième chance. Oui. Non, ça ne va pas faire. Ça va pas On faire. commence. 3. C'est plus raisonnable. 6. 3. 8. 3638. Sommet Corentin. Alors, lui, il est du 14 mai 94. Ça marche pas. Ça marche pas. Comment c'est? Non, pardon, C'est Daniel. 47. C'est pas Ah, C'était quoi le bon numéro? et lui, il a l'âge donc. Sommet Daniel L. Daniel E. S'adresse. Bâtiment Les Violettes, 1947. Eh bien, pas bien. Absente. 2. 2000. 4. 400. 7. 400. 76. 76. Longeron Virginie.
Épouse Fauveau, 1985, place des Pérous. Nickel. J'en veux 4. 4. Bien, ah, ça marche pas. 4500, ça marche pas. 1, ça marche pas. 9. 5, 7, 1957. Ah, pas de chance. Radier. Elle est décédée, tout ça. 0. 7. 0, 6, 706. Caléron Dominique, 54 route de la Faille. 56. 3. 9. 3, 7, 3937. Valentin Laurent, 1955, route de Saint-Paul. 2. 1. 0, 9, 2109. 2109. Je vous dirai quand on Eh ben, vous avez perdu. Oh, Radier. Radier. Terrible. 1. 0. pardon. 2, 3, 1023. Collange Pierre, 2 rue du Pont-Neuf. Il n'y a pas de souci, 1935. 3. 1. 1, 0, 3110. 3110. Radier, On a de la chance. 0. 3. 6, 1, 361. 361. Bernaud Jean-Paul, bâtiment Les Tulipes, 1955. Ça roule. 1. Une centaine, s'il vous plaît. 8. 4, 8, 1848. Gaucher Pierre, 3 rue des Additions, 1939. 2. 7. 8, 0, 2780. Nizoul Josette, 1954. Épouse Charade. Épouse Charade, La Rivière. 3. 4. 2, 9, 3429. Robert Alain, 1964, Les Châtaigniers. 1. 6. 1, 0, 1610. 1610. Ouais, c'est juste après 1600. Fort Véronique, épouse Guichard, 23 bis rue du 19 mars 1962, mais elle a née en 63. Elle est née en 63 et elle habite en 19 mars 62. 2. 6. 7, 4, 2674. Meillet Éric, 1969, rue de la Rivière. C'est peuplé là. 0. 5. 9, 8, 598.
Bouvier Jean-Claude, 23 rue Le Grand Verger, 51. 7 de 1172. 1172. C'est bien, le dernier. Peut-être. Cuerc Marion, 30 rue de la Source, 1981. Cuerc. C'est bon? On a nos 15? Oui. C'est bon? Nickel. Alors, je vous demande de délibérer pour le renouvellement du contrat avec la société Ingenico qui gère la borne vitale installée dans le hall de la mairie, dans le hall de la mairie. C'est de toute évidence, bien que les pharmacies soient équipées, une borne où les gens viennent assez régulièrement. Hein, voilà. Donc c'est un service rendu à la population au prix de 295 € hors taxe par an. Voilà. Et il faut la première année renouveler la borne, donc on aura 100 € de plus de dépenses la première année. C'est bon là-dessus? Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, on a délibéré le 11 février, à la demande du supermarché Casino, qui nous avait demandé d'ouvrir les journées du 24 juillet et du 14 août. Et la sous-préfète d'Issingeaux, que nous regrettons beaucoup, mais on a de nouveau une sous-préfète, parce qu'elle est partie, hein, c'est plus la même, nous a écrit en date du 22 mars, pour nous signaler qu'en fait, le casino aurait dû faire sa demande avant le 31 décembre. Et que donc, la délibération ne valait pas. Donc, je vous propose de rapporter la délibération du conseil municipal du 11 février. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Alors, on a souhaité, vous savez, je pense que les centres de loisirs de la communauté de communes, depuis un certain nombre d'années, ont commencé à utiliser une partie des locaux des écoles ou des cours des écoles pendant les vacances, puisqu'en fait le centre de loisirs accueille les enfants pendant les vacances. Ça permet à la fois d'optimiser l'utilisation des écoles et puis bien sûr de rendre service au centre de loisirs. Cette année, il souhaitait, en ce qui concerne la maternelle, bien sûr avec l'accord des enseignants et de la directrice, pouvoir utiliser des toilettes en plus, le jardin, ils ont un projet autour des légumes, etc., et le local à vélo. Voilà. On en a profité pour réactualiser la convention, qui est bien sûr une convention de mise à disposition gratuite des lieux. Tout ça, pour le moment, se passe en bonne intelligence. Il n'y a pas de problème rencontré entre l'usage scolaire et l'usage de centre de loisirs. Ça se passe bien avec le corps enseignant. Enfin, il n'y a pas de problème, pas de tension. Il pourrait y avoir un incident, on ne sait pas, mais a priori, ça ne pose pas de problème. Voilà. Donc, si vous en êtes d'accord, je vous propose d'approuver cette nouvelle convention qui précise donc les règles d'utilisation en ayant ajouté les locaux dont avait besoin le centre de loisirs. Je vous redis que c'est à titre gracieux et que c'est reconductible tacitement, sauf changement, qui à ce moment-là repasserait au niveau du conseil, tant qu'on reste sur l'identique. Voilà. Par rapport à ça, y a-t-il des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Alors, en ce qui concerne les services communaux, je vous demande de délibérer pour le renouvellement des contrats de 6 agents. 2 agents à temps non complet au service administratif, 2 agents à temps non complet au service scolaire, 1 agent à temps non complet au service scolaire lui aussi,
et un agent à temps non complet pour l'entretien de la commune. Une bonne partie de ces contrats remplacent ou supplient nos jeunes femmes qui sont en congé maternité, ce qui est très bien pour elles, et plus difficile pour nous au niveau de la gestion municipale. Voilà. Il y a des questions par rapport à ça? Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, très formellement, nous devons approuver un tableau des effectifs modifié. Alors, la modification, elle est essentielle. Elle consiste en la création d'un poste à mi-temps d'adjoint administratif deuxième classe. Alors, là, c'est la modification du statut, puisque de toute manière, pour pouvoir recruter, il faut modifier le tableau. En l'occurrence, notre personnel étant particulièrement apprécié, il n'a pas de mal à trouver des emplois de qualité dans d'autres collectivités, et on ne peut que s'en réjouir. Et donc, Madame Christine Abrial nous quitte le 1er juin, quitte son emploi de comptable à la commune pour rejoindre Saint-Étienne Métropole. Voilà. Elle peut ainsi pleinement bénéficier du concours et de la promotion qu'elle a bien gagné à la mairie d'Orec. On peut, nous, que la féliciter du parcours qu'elle a fait avec nous depuis une dizaine d'années. Elle a beaucoup apporté à travers son travail et on espère qu'elle s'épanouira pleinement dans ces nouvelles fonctions qui seront aussi des fonctions comptables, mais au sein de Saint-Étienne Métropole. Et donc, on doit pourvoir à son remplacement et d'où la création de ce mi-temps qui sera un mi-temps comptable. Il y a des questions par rapport à ça? Pardon? Oui. C'est une personne qui est de la commune qui remplace ou c'est quelqu'un d'extérieur? Eh bien, pour le moment, On ne sait pas. on ne le sait pas. Voilà. Donc on a publié par les canaux habituels la définition du poste, qui est un poste de comptable, à mi-temps, je le reprécise, hein, donc on va voir dans quelles conditions on peut recruter une personne de qualité à mi-temps. A priori, on a commencé la publication et on aura des candidats. Nombreux. Quand faudra-t-il après prendre celui qui est en adéquation avec le poste? Voilà. Donc aujourd'hui, c'est pas possible de répondre à ça. On va faire, si possible, assez rapidement le recrutement en interne, puisque Christine Abrial, elle, part au 1er juin, si vous l'avez bien noté. Alors on n'est pas dans une période la plus chargée de l'année au niveau comptable, mais en même temps, rien ne s'arrête et il faut bien que ça tourne. Il y a des contraintes, puisque Christine gérait aussi les transports scolaires. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on ne peut pas trop se permettre d'attendre. Voilà. Là-dessus, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Nous avons à passer les sommes en non-valeur à la demande de la trésorerie de basse. En l'occurrence, c'est... On peut citer le redevable. On ne le fait pas d'habitude, mais là on va le citer. C'est le Tennis Club d'Orec, qui s'étant mis en situation de liquidation judiciaire, n'a donc pas honoré des sommes de 172,86 € à l'encontre de la mairie. Et étant donné que le tennis club a été liquidé, la seule solution, c'est de passer ça en non-valeur. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Oui. C'est les deux montants, c'est les deux? Pardon? Les deux montants? Oui. Oui, c'est 129,2 et 43,66 qui fait 172,86. Voilà. Voilà.
Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Alors, dans le plan local d'urbanisme de la commune d'Orec, il y a un périmètre de ZAD. Ce périmètre de ZAD, c'est un périmètre, alors ZAD, zone d'aménagement différé. Je vous rappelle que la zone d'aménagement différé, elle doit être motivée. Là, en l'occurrence, elle est motivée sur le terme d'aménagement touristique, de loisirs et touristique. Et cette zone d'aménagement différé permet à la commune de pouvoir exercer sur les mutations un droit de préemption. Donc, ça lui permet deux choses à la commune. La première, d'être informée des mutations en cours, s'il y a une vente. Et la deuxième, c'est de se substituer à l'acheteur si ça présente un intérêt pour la commune. En fait, cette zone d'aménagement différé a été mise sur les bords de Loire, on pourrait dire du Saut du Chien au pont en rive gauche et du pont au Perrault en rive droite. Cette ZAD qui a maintenant 6 ans d'âge, c'est pour ça qu'il faut la renouveler, nous a permis un certain nombre d'acquisitions et d'être vigilant vis-à-vis d'un certain nombre d'installations. Elle avait été mise en place à un moment où on s'est aperçu qu'il y avait des tractations régulières sur les bords de Loire et parfois pas vraiment de qualité. Installation par exemple de ferrailleurs, et hop, on ne voyait pas passer le terrain qui se vendait, mais on voyait bien arriver le ferrailleur après. Voilà. Donc on s'en est servi pour divers usages à divers moments pour réguler ce qui se passait sur ces bords de Loire. Voilà. Elle prenait fin en juin, 25 juin, et donc pour qu'on puisse la renouveler, il faut délibérer la prolongation si elle est accordée par l'État, puisque c'est l'État qui décide d'abord de la ZAD et ensuite de sa reconduction, le sera pour une période maximum de 6 ans, et cette fois non renouvelable, puisqu'on ne peut que faire 6 plus 6. Donc il faudra, avant 6 ans, avoir sans doute imaginé un autre dispositif ou avoir fini de réguler ces bords de Loire, puisque on commence à en posséder une très grande partie. Y a-t-il des questions là-dessus? Oui, quand vous dites très grand, c'est plus de 50%, c'est 75%. À travers les conventions dont on dispose avec EDF, déjà, on a une très grande partie, mais grande en linéaire. Hein. Comme on est en train de finaliser, EDF avait des conventions avec des privés, en particulier sur le secteur des Perrault de semaine, qu'ils sont en train d'interrompre à notre profit. Voilà. Pour le reste, nous, on a déjà, oui, une bonne partie du linéaire, hein, tout ce qui est derrière, vers la station d'épuration, vers Chérondy, enfin, il y a pas mal de terrains, de bords qui sont d'ores et déjà propriété de la commune. Voilà. C'est tous des terrains en zone inondable, et c'est vrai qu'à travers ces acquisitions, ça permet en même temps d'éviter des usages pas très appropriés en termes de qualité, mais aussi des usages pas très appropriés en termes de risque. On est en train, petit à petit, de supprimer, d'enlever progressivement l'ensemble des caravanes installées de manière illégale en zone rouge. Donc a priori, il faudra peut-être encore quelques années, parce qu'on le fait avec de la fermeté, mais avec une certaine douceur, relative, mais douceur quand même. Voilà. On est en train, vous avez délibéré récemment sur l'acquisition, alors je dirais Castellas pour donner le nom, mais c'est un terrain là aussi au Perrault, où à ce jour il doit rester 6 ou 7 caravanes. Donc on a finalisé la vente et maintenant il va falloir que les caravanes reprennent leur rôle de caravane, c'est-à-dire un peu de mobilité vers ailleurs. Voilà. Sur le renouvellement de cette ZAD, les avis contraires, les abstentions, je vous remercie. Un certain nombre d'affaires de terrain, dont une assez substantielle. Vous avez dû lire dans la presse de très beaux articles sur le collège des Gorges de la Loire, dont certains encore dans la mémoire nomment collège de Chazot. Mais c'est une erreur, parce que c'est le collège des Gorges de la Loire.
Et vous avez vu que donc, démarrer le chantier après la déconstruction d'une partie, démarrer le chantier de construction et d'aménagement, pour un montant de 3,7 millions, je pense, sous réserve, sous couvert de notre conseillère départementale. C'est un beau chantier devant nous, avec un collège maintenant dont on pourra dire que c'est un collège public consolidé sur Aurec. Je vois qui est en face de moi, donc je peux dire qu'à travers ces affaires d'aujourd'hui, ça nous rappelle de très nombreux souvenirs et de très nombreuses nuits sans sommeil pour arriver à transformer un collège privé en collège public, et puis pour avoir la volonté sur plus de 10 ans. On n'était pas les seuls, hein. Jacques Barrault nous a beaucoup accompagnés là-dedans, Pierre Pitot, mais la volonté depuis plus de 10 ans de tenir à des moments où en fait le collège était à moins de 100 élèves. Aujourd'hui, le pari est réussi. Ça montre qu'il faut de l'opiniâtreté, il ne faut pas hésiter à parfois essayer de gravir des choses qui paraissent impossibles à faire. Et puis bon, des fois, si les hommes et les femmes se mettent ensemble, on y arrive quand même. Bon, voilà, donc on est au bout. Alors on a eu une bonne idée. Vous savez que pour l'installation du collège public, il a fallu céder, même pas pour l'euro symbolique, pour 0 €, la première partie des bâtiments, que d'ailleurs le département a déjà rénové plusieurs fois depuis l'origine, milieu normes handicapés, etc. Et puis il restait le reste du tellement dont n'avait pas voulu le département, puisqu'à l'époque ce dossier était difficile et qu'il ne voulait pas prendre l'ensemble du tellement mais en avoir la charge. Heureusement, on n'y a pas touché. On l'a gardé en sommeil et ça nous permet aujourd'hui de le mettre dans la corbeille pour permettre au département cette extension, à ce collège de prendre toute son ampleur. Et donc on va renouveler l'opération qui avait été faite à l'époque, qui est de remettre gratuitement le tellement que vous avez en vert, qui correspond, pour ceux qui connaissent le site, au reste de la cour, au parking derrière les bâtiments, au reste du bâtiment Pailleron mais qui a été démoli, et puis à l'ensemble du bâtiment qui accueillait le CDI, une grande salle de projection, tous les labos en étage. Voilà, donc on remet tout ça. C'est pas à l'état neuf, mais on le remet dans l'état où c'est. Et donc c'est l'objet de la délibération. Alors il faut bien comprendre que ça va faire des mouvements financiers substantiels au niveau des comptes de la commune, mais dans la pratique neutre. Voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler des écritures d'ordre non budgétaires. Voilà. Il y a en plus un petit terrain de sport qui va être mis à disposition En du dessous. département en dessous. Ouais. Et qui vont réhabiliter dans la Actuellement descente. rempli d'arbres. Le Utilisable. 159 là, Mm. ce que vous appelez Donc, pas de numéro. Là où c'est griffonné par-dessus. Vous avez les bâtiments dans la partie haute et le terrain de sport. Non, il n'a pas de numéro spécifique, il fait partie de la 176. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ouais. Voilà. Le reste des parcelles, la grande prairie, les bâtiments du bas, etc., restent propriété de la commune. Là-dessus, est-ce que vous autorisez ce transfert et est-ce que vous m'autorisez à signer cet acte de transaction? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Dans les autres acquisitions, on a déjà passé, je pense, je ne sais plus si c'était la dernière séance ou la séance d'avant, une acquisition de diverses parcelles pour un montant de 4 000 €. Là, il s'agit de diverses parcelles pour un montant de 7 000 €, en l'occurrence 12 parcelles. Ça représente un coût de 16 centimes du mètre carré. Il s'agit de parcelles en général boisées, pas forcément avec un boisement de qualité. Il y en a au total donc pour 44 000 mètres carrés et ça représente une douzaine de parcelles. Je vous rappelle que dans ces procédures avec la SAFER, nous laissons toujours la priorité de l'expression à nos agriculteurs
Quand il y a des riverains intéressés, riverains de ces parcelles qui ont des ensembles boisés, qui veulent les compléter et autres, on laisse aussi la priorité à l'expression de ceci. Puisque nous, ce qu'on recherche, c'est à récupérer tous ces trucs-là pour que ça commence à devenir cohérent, qu'un jour on puisse parler éventuellement de remembrement de ces espaces et d'usage de ces espaces. On possède déjà sur ces mêmes secteurs un certain nombre de parcelles. C'est là des parcelles en dessous de Mons, de Mons-Beauvoir. Voilà. Les questions? Les avis contraires? Les abstentions? Je vous remercie. Alors, celle-ci, c'est Monsieur Duplain-Jérémy. Il s'agit d'une acquisition de parcelles à titre gracieux. On est sur l'Hermée. C'est une maison bâtie récemment et qui va faire l'objet d'une mutation. On n'avait pas eu encore le temps de régulariser, vous voyez, cette part d'acquisition qui est très linéaire et qui en fait le long des voies. C'est du terrain qui rejoint les voiries. Donc, avant que la maison soit vendue, et pour simplifier les choses, on régularise cette cession, qui est une cession à titre gratuit. Voilà. Sur une toute petite surface. Oui. Combien pour du notaire? Pardon? Ça va nous coûter quand même le notaire. Ah oui, ça c'est sûr. Ça va nous coûter le notaire. Mais vous savez, les notaires, c'est de moins en moins cher. Et oui, maintenant que c'est une profession qui vient d'être réglementée, je trouve même que pour certains actes, la vraie difficulté sans doute pour les actes de ce type, ça sera que les notaires acceptent de les faire. Parce que vu la manière dont aujourd'hui ils vont être payés sur les actes de ce type, à mon avis, le service qui était pour eux un service obligatoire va devenir un service facultatif et il faudra avoir d'autres affaires avec eux pour qu'ils acceptent de traiter des affaires qui parfois vont pour eux représenter quelques euros, quelques dizaines d'euros. Je pense qu'ils risquent de devenir moins serviables avec les règles qu'on leur impose. Parce qu'il y a des actes dont la rentabilité, pour eux, bon, c'est pas franchement... voilà. Il y a des avis contraires? Des abstentions? Merci. Marché à bon de commande. Alors, je vous rappelle qu'en termes de voirie, on essaye d'avoir en permanence ouvert un marché à bon de commande avec les principaux prix et tarifs dont la commune a besoin pour son programme voirie ou pour un certain nombre de chantiers sur lesquels il faut pouvoir avancer. Sachant qu'après, dès qu'on a des chantiers importants, on met bien sûr dans la consultation les parties de voirie. On va bientôt avoir l'appel d'offres pour l'Hermée ou l'appel d'offres pour Roche d'Oiseau. Il est bien évident qu'à l'intérieur, il y aura un lot voirie et que sur ces chantiers importants, dans la consultation, on devrait logiquement avoir des prix encore plus intéressants, puisqu'on est sur des quantités et un chantier important. Là, c'est plus dans le marché à bon de commande, je m'excuse le terme, mais de l'épicerie, c'est-à-dire qu'on a des prix pour faire un certain nombre de petits chantiers. Hein. Donc, on a consulté. Je vous rappelle que le marché précédent était attribué à Colas. On est reparti sur un marché à bon de commande. Un marché de 1 an renouvelable 3 fois, avec un volume entre 200 000 et 800 000 euros sur 4 ans. Les publicités ont été faites, les réceptions des offres et les ouvertures des prix. Voilà. Le moins 10 ans, enfin le moins 10 ans, avec les tableaux d'analyse des offres, prix plus valeur technique, l'entreprise de Colas arrive en tête sur chaque critère. Voilà. À la fois sur les critères de prix, on avait proposé des simulations de chantier, puisqu'en fait on a des chantiers de petite taille, de moyenne taille, donc on voulait voir comment la traduction des prix se faisait sur diverses tailles de chantier. Ils arrivent bien sûr là aussi en tête. Après, sur un certain nombre de valeurs techniques, ils arrivent tout simplement à égalité avec les autres, parce qu'on a affaire à des entreprises de même taille et de même capacité technique. Ce qui fait que quand on a additionné l'ensemble de ces critères, Colas sort nettement en tête.
nettement en tête. Quand on vous propose de passer le marché avec l'entreprise Colas, pour indication, ça se retraduit par rapport à notre marché précédent avec des baisses de 25 à 30% en fonction des prix. En sachant bien sûr qu'en fonction de l'importance des chantiers, les prix peuvent être plus chers ou moins chers, mais ça représente par exemple sur des marchés de l'ordre de 100 à 300 tonnes, on passe d'un prix de l'ordre de 90 € à un prix de l'ordre de 65 €. D'enrobé. La baisse est assez générale, y compris sur toutes les prestations annexes qu'on a pu inclure dans le marché. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Je vous ai proposé de compléter dans les questions diverses par la dénomination d'une voie pour rendre service en particulier aux gens qui ont commencé à emménager et qui, n'ayant pas de nom de rue, se retrouvent dans la difficulté de s'adresser, d'avoir un numéro et d'exister quelque part. J'en profite pour faire là-dessus un petit point sur l'adressage et les numéros de rue sur les communes. C'est un chantier qu'il va falloir que l'on prenne en main. C'est un très gros chantier, difficile, pénible pour les gens aussi, parce qu'à partir du moment où on va entreprendre de renommer ou de nommer, de renuméroter ou de numéroter les voies existantes, pour les gens, ça veut dire que si leur adresse est changée, ils ont pas mal de démarches à faire, dont parfois des démarches pas gratuites. Et en plus, s'il s'agit de gens qui éventuellement ont des activités professionnelles à leur domicile, ça peut être assez pénalisant pour eux par rapport à des documents édités, par rapport à un certain nombre de choses. Donc c'est jamais des démarches faciles. Par contre, je pense qu'on ne fera pas l'économie dans les 2-3 ans qui viennent de s'atteler à ce chantier, de le faire progressivement. Par exemple, parce que nos écarts, nos villages n'ont pas de nom de rue. Ouias, c'est Ouias. Et encore moins donc de numéro. Et donc, on voit bien que derrière cet adressage aujourd'hui, il y a les adresses GPS, les livraisons potentielles de tout type, chronopost et tout ce que vous voudrez, et puis après la sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un médecin, un pompier, il démarre et il arrive d'autant plus vite s'il n'y a aucune ambiguïté sur l'adressage. Mais il y a aussi la fibre optique, où à partir du moment où parfois il n'y a pas d'adressage ou pas de numéro, il n'y a pas d'éligibilité parce qu'on ne vous trouve pas. Et on ne vous trouve pas parce qu'il n'y a pas d'adressage. Alors, c'est un long travail. Alors, il faut d'abord décider comment on numérote, ensuite il faut reprendre les dénominations des rues pour éviter les homonymies, etc. Et puis après, il y a un travail presque de porte-à-porte, c'est-à-dire qu'il faut informer chacun du changement. Il y a les personnes doivent faire un certain nombre de déclarations elles-mêmes. Il y a des dossiers à... Alors il y a des sites pour déclarer maintenant, c'est-à-dire que il y a des sites où si vous déclarez votre nouvelle adresse, ça va être transmis à la CAF, ça va être transmis à la CPAM, ça va être transmis à l'administration fiscale. Donc en une déclaration, ça couvre un certain nombre de choses. Mais ce n'est pas vrai pour tout. Et puis il peut y avoir une voiture avec une carte grise, et puis etc. Voilà. En attendant, ce qu'on vous propose, c'est de dénommer l'impasse, enfin l'impasse, c'est plus une impasse, c'était une impasse avant, qui part du chemin des Rameaux et de l'appeler chemin des Lys. Le choix a été très réfléchi. En fait, il a été proposé par la dame qui avait besoin d'un autre chemin. Voilà. Donc elle nous a suggéré que chemin des Lys, ça lui plairait bien. Et comme on aime bien les fleurs, on a pensé que c'était pas mal. Ce qui nous permettra de lui attribuer une adresse et un numéro. Voilà. Est-ce que ce nom vous convient? Aussi. On a le temps, là. C'est important quand même de ne pas se tromper. Y a-t-il des avis contraires?
Les abstentions. Je vous remercie pour ce grand moment d'unanimité générale. Oui, monsieur Valère, je vous en prie. Question, s'il vous plaît. On a appris que autour du château seigneurial, vous avez engagé un cabinet d'architecture croisé d'archi qui fait des relevés 3D autour du château et donc, à l'intérieur du château. Donc, nous voulons savoir quelle était l'utilité pour vous de faire ce travail autour de ce bâtiment. Quel était le coût que représentait ce travail. Et puis, accessoirement, pourquoi on avait travaillé avec ce cabinet, parce qu'on a pas souvenir que nous en aviez parlé dans un conseil. Alors, on est dans une des phases, donc, sur ce dossier du château, qui est une des phases préalables avant de pouvoir lancer. On a fait travailler, vous le savez, un programmiste, si on prend les choses dans l'ordre, et on doit maintenant aller vers, dans les mois à venir, le choix d'une équipe d'ingénierie. Il se trouve qu'entre cette première étape programmiste et la deuxième étape, choix d'une équipe d'ingénierie, il y a un organisme qui s'appelle les monuments historiques ou le patrimoine. Et que pour pouvoir travailler sur ce château, il faut qu'on ait des éléments, alors on va dire actualisés par rapport à la connaissance qu'on avait de cet ouvrage. Il se trouve que l'exploration de cet ouvrage, alors je n'ai plus la date en tête, a été fait il y a une quinzaine d'années, et avec les moyens existants il y a 15 ans. Que donc le grand patron du patrimoine au niveau régional est venu à Aurec là en début d'année, pour qu'on s'explique avec lui, pour lancer la procédure et le choix d'une équipe d'ingénierie, qu'il a reparcouru avec plaisir, ainsi qu'un certain nombre de ses collaborateurs, le château, et que comme à l'habitude, moi je suis assez inculte, mais eux visiblement sont très cultivés, ils se sont extasiés dans chaque pièce, dans chaque étage et dans chaque rencontre, d'une fresque, d'une sculpture, d'un élément d'architecture, etc. Bon. Ils ont repris les documents de l'époque, qui étaient de qualité, faits d'ailleurs par M. Goulois, et ils ont jugé que la qualité de ce qu'on découvrait dans ce château par rapport aux méthodes actuelles d'exploration de ces éléments patrimoniaux nécessitait un complément de travail avant qu'on puisse lancer les équipes d'ingénierie. Alors ce complément de travail, il porte sur plusieurs choses. Ce qu'on appelle l'archéologie de l'architecture, c'est-à-dire la connaissance de la manière dont le château a été bâti au cours des siècles, les évolutions, les remaniements de cette structure. Ils ont demandé des éléments complémentaires en ce qui concerne les fresques, puisqu'on trouve un certain nombre d'éléments de fresques ou de plafonds peints. On retrouve des fresques de nature similaire à la Chaise-Dieu ou ailleurs, qui de toute évidence sont des fresques de grande valeur. Moi, ça ne me saute pas aux yeux quand je les vois, mais eux, si. Et à partir de quelques éléments, ils savent même pratiquement qui les a peints, ce que ça représente, etc. Ils souhaitent aussi qu'il y ait un certain nombre d'éléments de datation. Alors ça, concernant tout aussi bien les boiseries, un certain nombre de plafonds, enfin, tout élément permettant de resituer dans le temps comment les choses se sont faites. Et puis, bien sûr, ils souhaitent que soit repris la notion avec un architecte du patrimoine. Et là, on doit avoir, j'ai dû avoir cité à peu près le panel complet des explorations. Se rajoute à ça, dans la manière dont les choses ont évolué aujourd'hui, la possibilité, alors il faut pour que ces travaux puissent être efficaces et qu'après les équipes d'ingénierie travaillent, qu'on ait en plus des plans du château. Et les plans dont on dispose, qui ont été faits avec les techniques de l'époque, qui n'étaient pas moyenâgeuses, même si le château lui l'est, aujourd'hui sont largement en deçà de ce qui est nécessaire. Donc ils nous ont aussi suggéré fortement la nécessité d'un levé 3D du château pour pouvoir le mettre à disposition de tous ces experts
et bien sûr après des équipes d'ingénierie qui travailleront sur le château. Sachant qu'il y a aussi une autre problématique, c'est que le château dans son intégralité est un ensemble très complexe. Si on veut se repérer dans toutes les circulations verticales, dans les pièces, dans qu'est-ce qui tombe au-dessus de quoi, où sont les murs, quelle épaisseur de mur, enfin, etc. Justement, un certain nombre d'éléments ont été remaniés. Il y a des endroits où on voit des portes existantes mais murées, à d'autres endroits des ouvertures qui ont été créées. Enfin bon. Donc l'intérêt aussi du relevé 3D, c'est de permettre une visualisation de nature très différente de celle de plans classiques relevés. Voilà. Donc c'est cet ensemble de choses qui devrait être accompli d'ici le 15 juillet. Alors, comment a-t-on choisi? Eh bien c'est simple, on n'a pas choisi. Parce qu'en fait, des spécialistes de ce niveau, travaillant et pouvant rendre un rapport, il y en a très très peu en France, parfois même au-delà de la France, et il faut qu'ils soient référencés par le patrimoine eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, si on choisit, ça fera juste pas. C'est-à-dire qu'ils ont des personnes référentes, sachant que ces personnes ont la qualité pour produire le travail nécessaire sur ce château. Voilà. Donc en fait, c'est un choix contraint, pour être clair. Contraint et... Alors coûteux, je ne sais pas la taille de la dimension de l'opération du château, mais quand même coûteux, c'est-à-dire quand on aura fini l'ensemble de ces relevés, on aura dépensé aux alentours sans doute de 60 000 €. Sur l'ensemble, l'ensemble. Sur le relevé 3D, alors vous l'avez là, c'est bien, on est à 14 000 € TTC. Alors, ce relevé 3D, il est en cours d'exécution. Ça suppose 11 journées de travail. C'est une technique qui permet en fait de relever un point sur 3 mm. Vous imaginez le nombre de points que ça peut représenter sur le château. Étant entendu que ce relevé, il est à la fois de l'intérieur, de l'extérieur, plus un certain nombre d'éléments de rue de proximité quand ça a un intérêt. On devrait retrouver par exemple dans ce relevé sans doute une partie de l'église, de la façade de l'église et de la place, vu les techniques de relevé. Voilà. Ils sont en cours. Ils devaient faire l'extérieur, ils ne l'ont pas fait, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas se permettre de travailler avec un risque de pluie. Puisqu'en fait, quand ils ont calé leur système, il faut qu'il aille au bout. S'il doit être interrompu, il recommence à zéro. Et ils ont un cheminement précis qu'ils doivent imaginer dans leur tête et puis après réaliser sur place pour faire ce relevé, puisqu'en fait, il faut chaque fois que le relevé de données fait et des données communes avec le relevé suivant pour que tous les points, à un moment donné, puissent se composer. C'est un travail assez considérable. La sortie de ce travail, ce sera quoi? Ce sera la possibilité pour tous ceux qui travailleront sur le château d'avoir les coupes qu'ils veulent, au niveau qu'ils veulent, avec l'angle qu'ils veulent, vertical, horizontal, en biais, en spirale, bon. Ça sera la possibilité de visualiser l'ensemble de cet ouvrage, intérieur, extérieur, de le voir par-dessus, par-dessous, par-dedans, de cheminer à l'intérieur. Donc c'est un produit assez sophistiqué. Le nuage de points dont ils disposeront peut permettre ultérieurement une réalisation de maquette 3D. Là, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est les plans et déjà une première livraison de quelque chose qui pourra être visualisé en 3D, mais qui n'est pas la maquette 3D. Mais d'ores et déjà, on pourra, nous, sur un ordinateur, visualiser le château sur toutes ses faces, le faire tourner, rentrer à l'intérieur, aller dans les salles, etc. Voilà. C'est vrai que quand on aura ça, ça veut dire que les maîtres d'œuvre à venir, ils auront tout l'élevé dont ils auront besoin. Voilà. Alors la technique justifie qu'on vide l'intégralité du château, ce qui a été un petit peu un choc pour les AVA qui laissaient un certain nombre de choses, de valeurs, parce que sinon tout ce qui passe au moment où on relève fait partie du relevé. Voilà. Donc, si vous passez, ben, vous êtes définitivement relevé avec le château. Voilà.
voilà, et donc 11 jours de travail, ils ont travaillé 4-5 jours là. On commence sur des images à visualiser le rez-de-chaussée, les écuries, le cloître. Enfin, c'est assez spectaculaire. Hein. Après, pour gérer les données, il faut des ordinateurs un peu supérieurs aux nôtres. Par contre, ils peuvent avoir des livrables qui soient utilisables sur des ordinateurs moins puissants. Alors, la livraison de tout ça, ils disent 15 juillet, moi j'y crois pas, donc je dirais plutôt septembre, comme ça on serait plus réaliste sans doute. C'est à partir de ça qu'on pourra nous redémarrer sur notre consultation d'ingénierie. Et c'est à partir de ça qu'on connaîtra les prescriptions de l'architecte du patrimoine. Ces prescriptions, elles peuvent être de nature de protéger les découvertes, mais en les masquant, en disant elles ont été relevées, elles sont connues, elles sont photographiées, elles sont répertoriées, elles sont là, et maintenant on met du plâtre et on est content, il ne faut surtout pas gratter à cet endroit-là parce que c'est pour les générations à venir. Dans un certain nombre de cas, les prescriptions, elles vont être sur de la reconstitution. Ce qui n'a pas tout à fait le même coup entre protéger par du plâtre et reconstituer, voilà. Et puis, bien sûr, tout ça va revalider les espaces qu'on peut remanier sans problème, parce qu'ils n'ont pas une valeur intrinsèque telle, et que donc c'est des salles qui peuvent être remaniées sans aucun souci, et au contraire, des espaces qui doivent être préservés à l'identique dans leur volume, parce qu'ils ont une valeur spécifique. Voilà. On aura là une iconographie complète du château, qui, je pense, restera référente dans les décennies à venir, les siècles, je ne sais pas, mais les décennies à venir, sans doute. Après, peut-être qu'ils inventeront d'autres techniques de sculptation, mais déjà là, on est sorti de l'âge de pierre, là. On va être sur des techniques d'exploration plus que modernes. Mais c'est pas optionnel, pour être clair. C'est-à-dire que si on n'a pas ça, si on avait fait travailler une équipe d'ingénierie, au vu du travail d'équipe d'ingénierie, l'architecte du patrimoine nous aurait dit bah, vous avez oublié de faire ça. Alors, je le redis, parce que moi je suis toujours surpris, tous les spécialistes qui viennent voir le château qualifient ce château comme particulièrement remarquable et unique dans notre secteur. Voilà. Je ne sais pas si c'est la perception qu'en ont les Orécois, je ne sais pas, enfin bon. Mais voilà. Pour eux, c'est vraiment un objet unique dans un rayon assez large que d'avoir un ouvrage de ce type. Voilà. Réponse longue à une question courte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Et nous levons la séance.